Bonjour chers étudiants, je suis heureux de communiquer avec vous à travers ce canal audio-visuel. Il faut rappeler tout d'abord que les finances publiques ont évolué en fonction de l'évolution du rôle de l'État. Il faut rappeler également que les finances publiques produisent des impacts socio-économiques, produisent aussi des impacts financiers considérables. L'intérêt porté aux finances publiques ne cesse de s'affirmer au fil du temps. Cet intérêt se manifeste de façon plus vive. D'abord, à l'occasion de la présentation de la loi de finances annuelle. Chaque année, il faut préparer, discuter, exécuter et contrôler une loi de finances. Et deuxièmement, cet intérêt s'explique par les évolutions de conjoncture liées à des décisions prises par les pouvoirs publics. Cet intérêt se justifie également par le fait que les finances publiques représentent à terme le principal moyen de mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies sectorielles. Il n'y a pas de politique publique sans finances publiques. C'est l'instrument, comme on le sait tous, de base pour l'une des politiques économiques les plus importantes, à savoir la politique budgétaire. Finances publiques et politique publique, un lien étroit, politique publique qui représente la voie pour un développement économique et social durable. Ces politiques publiques visent, entre autres, une répartition équitable des fruits de la croissance économique, en vue d'une réduction des inégalités, à la fois des inégalités sociales et des inégalités spatiales, et même des inégalités de genre. Deuxièmement, ces politiques cherchent la préservation de l'équilibre financier du pays. Aussi est-il nécessaire d'apporter un éclairage sur les finances publiques et le budget de l'État à travers un ensemble d'axes, dont les principaux sont les suivants. D'abord, la réforme des finances publiques, que l'on va essayer de présenter tout de suite. Il y a le concept de loi de finances. Il faut revenir aux lois organiques, la loi organique des lois de finances. Il y a aussi les principes qui en constituent le fondement de la loi de finances. Les modalités de préparation, d'approbation, d'exécution et de contrôle des lois de finances, mais également le contenu et les structures de ces lois de finances. Alors, concernant le premier point, à savoir la réforme des finances publiques. Ces toutes dernières années, le Maroc a initié un ensemble de réformes en matière budgétaire. La loi organique relative à la loi de finances constitue le couronnement de ces réformes initiées au début des années 2000. Donc l'aboutissement d'une série de réformes a été la mise sur pied de la loi organique des lois de finances. Ces réformes ont trois piliers. Le premier pilier, c'est la performance. Le deuxième pilier, c'est la transparence. Et le troisième pilier, c'est la reddition des comptes. Donc, pour qu'il y ait bonne gestion des finances publiques, il faut se conformer au principe de performance, au principe de transparence, mais aussi au principe de la reddition des comptes. Concernant la performance, en matière de finances publiques, il s'agit de renforcer la performance de la gestion publique à travers la substitution de la gestion axée sur la performance à la gestion axée sur les moyens. Il faut passer de la logique des moyens à la logique des résultats. C'est le passage d'une approche juridique et technique du fonctionnement de l'administration vers une approche privilégiant une culture managériale au service des citoyens. Dans le cadre des finances publiques, le but n'est pas de justifier l'utilisation des moyens, le but c'est
d'atteindre un ensemble de résultats. Cette démarche de performance est un dispositif de pilotage des administrations. 1. Ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité de la dépense publique. 2. En orientant la gestion vers l'atteinte des résultats prévus dans le cadre de moyens prédéterminés. Donc il y a deux mots d'ordre. Il y a l'efficacité et les résultats. En conséquence, le budget de l'État est désormais articulé autour de programmes ayant des objectifs associés à des indicateurs. Donc il y a trois éléments centraux. 1, les programmes. 2, les objectifs. Et 3, les indicateurs. On va commencer par les programmes. Donc les dépenses publiques doivent être engagées, doivent être prévues dans le cadre de programmes. C'est quoi un programme? Le programme constitue un ensemble cohérent d'actions, de projets relevant d'un même ministère. Donc les ministères doivent engager leurs dépenses en fonction de programmes qui représentent cet ensemble cohérent d'actions, de projets. Ensemble cohérent d'actions, de projets auxquels sont associés des objectifs assortis d'indicateurs de performance en fonction de finalités d'intérêt général. Donc désormais, les dépenses doivent être insérées dans le cadre de programmes. Exemple de programme. Pour chaque ministère, par exemple, réalisation de routes rurales, pour un ministère quelconque, lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la marginalisation, valorisation et conservation des ressources hydriques, développement de l'enseignement fondamental, etc. Il y a un ensemble de programmes qu'on peut envisager. Donc on a dit qu'il y a des programmes auxquels sont associés des objectifs. Donc un programme d'ensemble d'actions, mais il faut que ces actions soient conduites dans le cadre d'un objectif ou d'un ensemble d'objectifs. C'est quoi un objectif? Un objectif, c'est le but qui doit être réalisé au cours d'une période déterminée pour atteindre les finalités du programme. Alors, est-ce qu'on a la liberté d'exprimer les objectifs comme on veut? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les objectifs assignés à un programme doivent être en nombre limité. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'objectifs. Il faut que les objectifs soient représentatifs d'aspects essentiels du programme. Il faut que les objectifs soient énoncés en termes clairs, simples, précis, concrets et bien expliqués. Il faut que les objectifs attestent de l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique. Et enfin, et c'est un élément très important, il faut que les objectifs soient mesurables par des indicateurs de performance. À ce titre, on peut donner les exemples suivants, les exemples d'objectifs qui respectent plus ou moins les caractères que l'on vient de souligner. Lutte contre l'habitat insalubre, amélioration de l'offre des services des soins de santé, promotion et la préservation des promotion et prévention sanitaire en faveur des enfants et des jeunes, appui de l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi, scolarisation des enfants. L'atteinte de ces objectifs est le signe de la performance de l'action publique. Cela revient à agir dans trois directions. D'abord, l'efficacité socio-économique, c'est-à-dire la recherche de l'intérêt général en termes de bénéfices attendus de l'action de l'État pour le citoyen sur le plan économique, social, environnemental, culturel, sanitaire, etc. Ensuite, l'efficience, à savoir l'optimisation dans l'utilisation des moyens employés. Il s'agit de montrer que, 1. Pour un niveau donné de ressources, la production de l'administration peut être améliorée. 2. Ou que, pour un niveau donné de production, les moyens employés peuvent être réduits. Enfin, la qualité de service et donc l'aptitude du service à satisfaire son bénéficiaire. Et comme vous pouvez le voir ici, l'aboutissement, c'est la satisfaction du citoyen. Donc il y a des objectifs, il y a d'abord des programmes, des objectifs, mais aussi des indicateurs. C'est quoi un indicateur? Un indicateur de performance est une représentation chiffrée qui mesure la réalisation d'un objectif lié à un programme et permet d'apprécier le plus objectivement possible l'atteinte d'une performance.
On peut distinguer trois catégories d'indicateurs. Première catégorie, les indicateurs de moyens tels que le nombre de sessions de formation, le budget alloué, etc. Deuxièmement, il y a les indicateurs d'activité tels que le nombre d'élèves ayant obtenu leur diplôme, le nombre d'hôpitaux créés, le nombre de routes réalisées en kilomètres, etc. Troisième type d'indicateurs, les indicateurs de résultats tels que le taux d'insertion des jeunes dans le marché du travail, le taux d'abondance scolaire, le taux de mortalité infantile, le taux d'électrification du monde rural, etc. Donc, on vient de finir avec le premier pilier de la réforme des finances publiques, à savoir la performance. La performance qui revient à établir des programmes, associer des objectifs et objectifs mesurés par des indicateurs. Le deuxième pilier, c'est la transparence. En matière de finances publiques, il faut être transparent. Et je pense que c'est un principe qui est bien cité dans la Constitution. La transparence en matière de finances publiques est une condition de base pour une bonne gouvernance de l'action publique. Concrètement, la transparence est fondée sur deux éléments centraux. Premièrement, l'adoption de nouveaux principes de finances publiques tels que le principe de la sincérité, principe sur lequel nous reviendrons par la suite. En vertu de ce principe, les comptes de l'État et les hypothèses qui président à l'élaboration des lois de finances doivent être sincères, doivent représenter fidèlement la réalité, bien sûr, des comptes de l'État. Deuxièmement, l'institution de nouvelles règles financières visant la maîtrise du déficit budgétaire et une meilleure appréciation du patrimoine de l'État et de sa situation financière. Donc, la transparence invoque ces deux éléments. Le premier élément, c'est le respect du principe de sincérité, et le deuxième élément, c'est l'institution de nouvelles règles financières qui visent la maîtrise du déficit budgétaire. Troisième pilier dans la réforme des finances publiques est la reddition des comptes. Rendre compte. Non seulement il faut exécuter les dépenses publiques, il faut exécuter les lois de finances, mais il faut rendre compte. Le Parlement joue un rôle central en matière des finances publiques. Sa place est primordiale pour asseoir une bonne gouvernance dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est dans ce cadre que l'article 77 de la Constitution dispose que, je cite, « Le Parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l'équilibre des finances de l'État ». Donc il y a une responsabilité conjointe, responsabilité et du Parlement et du gouvernement quant à la préservation de l'équilibre des finances publiques. Équilibre comme principe sur lequel on reviendra aussi dans le point suivant. En conséquence, le Parlement joue désormais un rôle éminent dans la gestion des affaires publiques. Et l'une des lois les plus importantes discutées et votée au Parlement chaque année, c'est la loi de finances. La loi organique de la loi de finances a introduit un ensemble de mesures visant à renforcer considérablement ce rôle, aussi bien pour ce qui est de l'amélioration de la qualité du débat budgétaire, du contrôle des dépenses publiques, du suivi de l'exécution du budget et surtout de l'évaluation des politiques publiques. Donc pour qu'il y ait reddition des comptes, il faut qu'il y ait des informations suffisantes pour qu'il y ait qualité du débat budgétaire, pour qu'il y ait contrôle des dépenses publiques, pour qu'il y ait suivi de l'exécution et pour qu'il y ait évaluation des politiques publiques. Au total, les responsables de la gestion des finances publiques doivent rendre compte au Parlement qui est le relais entre les citoyens et le gouvernement. Il faut également demander des comptes aux responsables. La reddition des comptes requiert des entités de contrôle indépendantes qui produisent des données de qualité concernant l'utilisation des ressources publiques par le gouvernement. L'indépendance des entités de contrôle est fondamentale pour qu'il y ait objectivité dans, si vous voulez, le contrôle de l'exécution des finances publiques et du budget de l'État. Cela devrait fournir au Parlement et au public et aux tribunaux, le cas échéant, les informations nécessaires pour l'exercice de
responsabilisation. Donc voici les éléments essentiels concernant la réforme des finances publiques au Maroc. La prochaine séance sera consacrée aux lois de finances et aux principes budgétaires. Merci.